Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, arrestation des présumés meurtriers de l'adjudant-major Tamsir Sané. La gendarmerie a mis les bouchées doubles pour interpeller 19 personnes. On vous explique tout dans un instant. Accident spectaculaire sur le pont Émile Badiane à Ziguinchor. Un camion est tombé du pont. Un mort, 2 disparus et un rescapé. C'est le bilan. Pour l'heure, le camion n'est toujours pas sorti du fleuve. Les derniers développements dans ce journal. Malgré le mot d'ordre de grève du cadre unitaire des établissements privés de l'enseignement supérieur, certains établissements n'observent pas la grève. Nous avons fait le tour dans des écoles. Reportage à suivre. Tabaski 2019, la date sera fixée demain par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Au Mali, l'Aïd el-Kébir sera fêté le dimanche 11 août. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Sept présumés meurtriers de l'adjudant-major Tamsir Sané arrêtés par la gendarmerie nationale. Ils font partie d'un groupe de 19 personnes interpellées au cours d'une opération de grande envergure orchestrée par la gendarmerie. Chérif Dia. C'est une chasse à l'homme réussie par la gendarmerie. Une semaine de traque qui a abouti à l'interpellation de 19 personnes. 7 parmi elles ont participé au braquage du bureau de poste de Koumpentoum qui a mal tourné. Elle a coûté la vie à l'adjudant-major Tamsir Sané, commandant de la brigade de la gendarmerie locale. L'information est confirmée par le haut commandement qui depuis a installé un rideau de surveillance et d'interception dans plusieurs localités situées pour la plupart à l'est du pays. Un début de soulagement chez les hommes en bleu, déterminés à rendre justice à leurs défunts collègues en procédant à l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans ce meurtre qui a ému toute l'opinion. La veille, en Conseil des ministres, le président de la République avait condamné un acte ignoble. Macky Sall a du coup demandé au ministre de l'Intérieur et à son collègue des Forces armées de prendre toutes les dispositions pour trouver dans les meilleurs délais les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi. Un appel du chef suprême des armées entendu avec l'interpellation des présumés meurtriers de l'adjudant-major Tamsir Sané par la gendarmerie qui promet de boucler de manière exhaustive les investigations toujours en cours. Et puis retenez, Chérif, qu'à Koumpentoum a eu lieu une marche pacifique des populations pour féliciter la gendarmerie et solliciter le renforcement du dispositif sécuritaire. Les sept présumés meurtriers, quant à eux, sont tous des résidents de la localité. Ils sont présentement dans les locaux de la brigade de Koumpentoum où leur audition se poursuit. Le syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité du Sénégal salue l'idée du chef de l'État de moderniser et d'encadrer la sécurité privée au Sénégal. Vous le savez, Macky Sall, en Conseil des ministres hier, a invité le gouvernement à réfléchir sur cette problématique. Pour les professionnels de la sécurité, ça doit commencer d'abord par l'assainissement du secteur. Mambiram Diouf et Diafaraba. Par exemple, il faut une alerte pour nous intervention. Souvent l'intervention d'hier. Il donne le temps pour Isidore Coly. Il était temps que le président Macky Sall fasse l'annonce. Les préoccupations sont nombreuses pour un encadrement de l'exercice et une modernisation de la sécurité privée. C'est un secteur pourvoyeur d'emploi parce qu'aujourd'hui il y a plus de 50 000 individus qui sont dans le secteur de la sécurité privée. Et pratiquement c'est des jeunes. Moderniser, c'est d'abord essayer de tout faire pour que la nouvelle convention-là entre en vigueur. La convention collective pour la sécurité privée que nous avons signée le 17 janvier dernier et qui permet aujourd'hui à toutes les entreprises de gardiennage de respecter la convention, de respecter les normes par rapport aux salaires qui sont en hausse, de respecter la prime de panier, de respecter les heures supplémentaires, et de respecter même les institutions sociales. Un assainissement du secteur de la sécurité privée et une parfaite collaboration entre les forces de l'ordre et les agences répondant aux normes participent à lutter efficacement contre le banditisme. C'est qu'il y ait un accompagnement entre les services publics de sécurité, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, et les sociétés de gardiennage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette relation-là de travail, n'est-ce pas, de complicité,
afin qu'ils puissent les aider à réussir leur mission. Une prise en charge des droits des agents préposés à la sécurité et un partenariat fécond entre ces derniers et les forces de l'ordre sont autant de fondements pour faire face à l'insécurité et au grand banditisme. Mambiram, Ziguinchor est réveillé ce matin par un accident sur le pont Émile Badiane. Un camion qui transportait des marchandises s'est retrouvé dans le fleuve Casamance. Le bilan est d'un mort et 2 personnes toujours portées disparues. Le 4e passager a été secouru par des pêcheurs. Pour l'heure, le camion se trouve toujours dans le fleuve Casamance. Les circonstances du drame avec Boubacar Dassi. Un camion de 30 tonnes immatriculé en Guinée-Bissau, transportant du beurre, chute dans le fleuve Casamance après avoir heurté le garde-corps du pont Émile Badiane. Ce témoin oculaire raconte. La nuit aux environs de 3 heures moins. Alors nous sommes des pêcheurs de crevettes. On était prêts pour partir à la pêche. Bon, maintenant, on a vu le camion venir. On a entendu seulement les éclatements du pneu. Finalement, il n'a pas pu maîtriser son volant. On a vu les zigzags. Finalement, on a entendu le grand bruit. Il est tombé dans l'eau devant nos yeux. Il y a un rescapé. Ils étaient 4 dans la cabine. Informé, le gouverneur et le préfet de Ziguinchor arrivent sur les lieux. Le gouverneur s'assure que le protocole de sécurité intérieure a été bien respecté. C'est un commerçant Guinée-Bissau-Guinée. Donc le camion a quitté la Gambie pour aller à Bissau. Mais le camion était à l'intérieur de la région avant 22h. On l'a dit chaque fois. Ils attendent à Bignona. Le camion qui arrive ici à 2h du matin et dans la région a dépassé ses laitiers ou ses novas. Ça aussi, il faut que l'INI voit quoi. Ils attendent à Bignona. Puis, Guedji Diouf revient sur l'organisation des secours. Un corps sans vie repêché, une personne vivante également repêchée et 2 personnes portées disparues. Pour l'instant, les secours s'affairent à faire relever le camion. Nous avons fait appel à un privé pour travailler à relever et à sortir le camion qui est dans les eaux. Les sapeurs-pompiers également ont fait appel en renfort venu du Cap Skirring, une équipe de plongeurs pour permettre de repêcher, de rechercher, de repêcher les corps. La circulation a été fortement perturbée sur le pont Émile Badiane de Ziguinchor. Et puis non-respect de la convention de la CEDEAO sur le transport. Les transporteurs gros porteurs de Kaolack dénoncent avec la dernière énergie le fait que des véhicules maliens et gambiens embarquent et débarquent à l'intérieur du Sénégal sans être arrêtés, alors qu'eux-mêmes, disent-ils, n'osent pas le faire dans aucun des 2 pays. Ils déplorent le laisser-aller qui existe du côté des autorités sénégalaises. Suivons Cheikh Ndiaye, président du regroupement des transporteurs gros porteurs de Kaolack, avec Ibrahima Diamé. Les véhicules, les camions maliens ou gambiens, ils ont le droit de venir au Sénégal. Ils ont le droit de s'arrêter ici, à partir du Sénégal, de l'amener leur pays, mais ils n'ont pas le droit de faire transport à l'intérieur du Sénégal. Ça, c'est le convention qu'il a dit. Les ministres, ils ont signé ça. Donc, comme il y a des gendarmes, il y a des policiers, pourquoi on laisse les véhicules maliens ou gambiens de faire transport à l'intérieur du pays? Ça, nous, les chauffeurs sénégalais, on n'a pas le droit de faire ce transport-là au Mali ou en Gambie. C'est pour cela, si on le fait en Gambie ou au Mali, les autorités ou les syndicats, on nous prend. Mais ici, parce que nous, on n'a pas de protéger. Les gendarmes, les policiers, ils n'ont pas de protéger sur ce point-là. La police ou la gendarmerie qui doit veiller sur ce point-là, parce que c'est la convention bien signée par les 2 ministres de l'Intérieur et les ministres du Transport. C'est ça, c'est le rôle de la police et de la gendarmerie. Observation en demi-teinte du mot d'ordre de grève du QDPES. La grève n'est pas suivie par certains établissements privés. Le cadre unitaire des établissements privés de l'enseignement supérieur avait décidé hier de ne pas surseoir à la grève en fermant la porte aux étudiants orientés dans le privé pour cause le non-remboursement de la dette de l'État. Magatte Gaye, Abdoulaye Diallo. Avec la décision du cadre unitaire des établissements privés de l'enseignement supérieur, les caciques du milieu ne dansent pas du même pied. Certains d'entre eux disent ne pas être concernés par cette décision prise sans concertation. Nous n'avons pas suivi ce mot d'ordre lancé par le QDPES. Il faut dire que je suis le président de la FEPES et la FEPES fait partie du QDPES. On l'avait créé avec le CPS et la CGE. Mais j'ai bien dit à mes collègues que moi, je n'étais pas d'accord par rapport au contexte, par rapport à ce mot d'ordre, comment ça a été très hâtif.
comment ça a été préparé. Il n'y a pas eu une concertation réelle, n'est-ce pas, entre les établissements. C'était un groupe de 2-3 personnes qui ont pris la décision vraiment de suspendre les cours pour des raisons pécuniaires. Autre son de cloche à l'IPG. Dans cet établissement, les autorités administratives sont en phase avec le mot d'ordre. Effectivement, à partir d'aujourd'hui même, tous les étudiants orientés par l'État du Sénégal se sont vus suspendre leurs cours provisoirement en attendant que l'État essaye de décanter la situation. C'est une décision que nous devons appliquer et que le directeur général nous a instruit à partir d'aujourd'hui de cesser toute activité concernant les étudiants orientés par l'État. Du côté des étudiants, c'est la déception totale. Lessivés par ces situations qui perdurent, ils se voient comme les agneaux du sacrifice. On nous a renvoyés pour faire seulement un examen de 5 jours, on nous a renvoyé un examen de 5 jours de BTS et ça c'est pas du tout normal vraiment. Ça nous a touché parce que nous on vient de faire juste le BTS et on n'a pas pu réussir et on devait faire le DTS aujourd'hui, mais on devait le démarrer aujourd'hui, mais on a suspendu les cours et on n'a pas pu encore faire le BTS. On nous a ramené jusqu'au 1er septembre et c'est pas encore sûr est-ce qu'on va le faire même. Selon le QDPS, la raison principale de cette suspension est le non-respect des engagements de l'État, mais également le non-remboursement de la dette qui s'élève à 18 milliards de francs CFA. Et puis l'État doit également 250 milliards aux entreprises du secteur du BTP. Le syndicat national des travailleurs de la construction exige le paiement de cette dette. Suivons Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général, avec Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. La dette aujourd'hui est évaluée à plus de 250 milliards dans notre secteur. Vous savez, 250 milliards, ce n'est pas 250 000. Et aujourd'hui, ceux qui payent le pot cassé sont nous les travailleurs. Parce que dans toutes les entreprises, certains parmi nous sont mis en arrêt, d'autres sont en chômage technique. Et à la fin de l'année, nous n'avons pas pu avoir des augmentations de salaire ou bien des augmentations de catégorie. Pour la bonne et simple raison, nos chefs d'entreprise nous disent que l'État n'a pas payé. Et c'est normal, nous sommes des délégués du personnel, nous devons défendre nos travailleurs, mais aussi nous devons défendre aussi l'outil de travail. Et l'outil de travail aujourd'hui, l'outil de travail est menacé, les entreprises sont quand même en sursis. C'est assez. Je pense qu'aujourd'hui, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Au lieu de nier l'existence de cette dette, de prendre le taureau par les cornes et de payer intégralement cette dette. Car sur le plan social et économique, les travailleurs ont d'énormes problèmes. D'ici 2 ou 3 mois, si l'État n'arrive pas à payer ces dettes, nous allons quand même continuer notre plan d'action. Et puis cette information qui vient de nous parvenir concernant la tuerie de Bofa Bouyotte, c'est dans le sud, souvenez-vous. Le 6 janvier 2018, le chef de village de Toubacouta est mort en prison. Seyni Sané a rendu l'âme ce jeudi en milieu carcéral. Il avait été arrêté et incarcéré depuis plus d'1 an. Nous y reviendrons. Arline Bock ne baisse pas les bras. Le mouvement prépare un mémorandum pour vilipender le Sénégal. Le mémorandum est destiné aux ambassades et aux organisations internationales. Ils exigent, Arline Bock, encore et toujours de la transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Suivons Ndeye Fatou Blondin Diop, leur porte-parole du jour. Donc nous avons l'intention de rédiger ces mémorandums et de le remettre en main propre, parce que ce sont nos bailleurs. Ce sont ces institutions qui nous accompagnent dans le développement. Donc il est important que ces institutions quand même exigent, au même titre que nous, une gouvernance vertueuse de nos ressources. Donc nous pensons qu'ils seront sensibilisés à travers ce mémorandum à exiger de l'État du Sénégal que la transparence et la bonne gouvernance soient faites et que justice soit rendue dans ce dossier. Nous espérons. On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Ce sont essentiellement les ambassades, vous le trouverez dans ce document. Les organismes de droits de l'homme, on les connaît, disons que ce sont les organismes et institutions qui sont en coopération avec le Sénégal. Arline Bock, sa raison d'être, c'est sur les points qui ont été cités. La gouvernance transparente de nos ressources, la justice pour les cas qui mériteraient d'être portés en justice, le recouvrement des avoirs et une gouvernance vertueuse de manière générale. Donc ça, c'est la raison d'être fondamentale. Dans le cadre de cette lutte, des camarades
ont eu des problèmes. Quelqu'un comme Eliman Khan, dans son travail, a eu quelques soucis. Guy Marius a été cueilli sans aucun motif. En tout cas pendant 48 heures, pour ensuite chercher des choses qui n'ont absolument pas de raison d'être. Certains même d'entre nous ont eu quelques soucis dans leur travail. Donc tout ça, c'est une résistance qui s'organise, ça va ensemble. Et puis la date de l'Aïd el-Kébir sera fixée demain par la Commission nationale. Une réunion est prévue demain dans les locaux de la chaîne nationale. Et je vous le disais dans les titres, le Mali célèbre la Tabaski le 11. En attendant, le ministre de l'Élevage a été en tournée dans le Nord pour superviser l'arrivée des moutons de Tabaski dans les forêts. Sur place, Samba Ndiobenka a constaté un surplus de 7200 moutons par rapport à la situation de l'année dernière dans la région, suivant le ministre avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Et maintenant, pour ce qui est de la situation actuelle, les statistiques que nous avons quand même nous mettent très à l'aise dans la mesure où, à la même période de l'année dernière, si on fait cette comparaison à J-11, aujourd'hui, nous avons un surplus au niveau régional de plus de 7230 têtes. Sur ce plan, on ne prie que cette situation, cette tendance continue jusqu'à la fin. Si c'est le cas, je me dis que tous les Sénégalais, particulièrement la région de Saint-Louis, sera très bien approvisionnée. Toujours dans le cadre des mesures que le président de la République a demandé à ce que les gens mettent en exergue, il y a aussi la facilitation d'accès à l'aliment de bétail au niveau des points dédiés. Et à ce niveau, on avait trouvé quand même le sac d'aliments concentré qui coûtait aux alentours de 14 700. Actuellement, ce sac est vendu à 5 200 francs. Célébration ce jour de la journée mondiale de l'allaitement, prétexte pour évoquer les pathologies digestives chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une priorité de santé publique puisqu'elles sont la 3e cause de mortalité au Sénégal. La diarrhée aiguë représente l'infection la plus dangereuse avec un taux de prévalence de 18%. La prévention est de mise. Maguette Soare Diallo et Amadou Ba. 3e cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les maladies digestives, une priorité de santé publique. Au Sénégal, la diarrhée aiguë reste l'affection la plus fréquente avec un taux de prévalence de 18%. La diarrhée aiguë reste la plus dangereuse pour chaque année. 499 000 cas de décès de nouveau-nés, d'enfants de moins de 5 ans, sur un total de 1 300 000. C'est beaucoup. Au Sénégal, la prévalence, selon les dernières enquêtes démographiques et de santé, l'EDS 2017, la prévalence est de 18%. Professeur Ousmane Diaye revient sur les causes des pathologies digestives chez l'enfant. Mais aussi, on a les causes infectieuses pour les affections digestives, les gastro-entérites, donc du rétrovirus. Mais vous avez aussi les erreurs de régime, les erreurs diététiques. Le président de la Société sénégalaise de pédiatrie insiste sur la prévention. Le lait maternel a des avantages, que des avantages, et ça ne coûte pas cher. Ça apporte des anticorps pour l'enfant et ça le protège contre tout ce qui est pathologie, maladie infectieuse. Il faut une bonne hygiène, parce que toutes ces maladies diarrhéiques, on parle de péril fécal. Je pense qu'il faut une hygiène des mains, il faut une hygiène de l'environnement, il faut lutter contre le péril fécal. Même si des progrès sont notés, la prise en charge totale reste un problème, selon le chef de service pédiatrie d'Albert Royer. Et puis santé toujours, lutte contre le sida. La semaine de la jeunesse a livré ses résultats. Après une campagne dans les 14 régions du Sénégal, 4 423 personnes ont été dépistées et 19 cas de séropositifs recensés contre 18 l'année dernière. Une légère hausse qui appelle à beaucoup plus de vigilance chez les jeunes, particulièrement chez les femmes, parce qu'avec ces résultats, la féminisation de la maladie se confirme davantage. Ousmane Diallo et Diafaraba. Plusieurs semaines pour sillonner le pays, rencontrer des jeunes, parler du VIH-Sida, mais aussi procéder à des campagnes de dépistage. 4 423 personnes dépistées, résultat, une légère hausse du nombre de cas positifs notés. Nous avons pu dépister 4 423 jeunes. Au niveau de toute l'étendue du territoire, et on a pu avoir 19 cas positifs. Comparé à l'année dernière, il y a eu une légère hausse, on a eu un cas positif de plus, mais l'enseignement qu'il faut en tirer est que toujours
le taux de prévalence est assez, en tout cas relativement bas au niveau des jeunes. Au Sénégal, la zone sud et les régions frontalières sont les plus exposées à la maladie. Kolda, c'est une zone où vraiment frontalière, zone sud, où il y a en tout cas beaucoup de... en tout cas, si nous quittons par exemple le marché de Diaoubé, c'est le plus grand marché de la sous-région, c'est un brassage, c'est des gens qui viennent de partout. Donc, tu vois, c'est vraiment des choses qui font que Kolda fait partie des zones à risque. Et ça, ce n'est pas le propre de Kolda, mais c'est toutes les zones où vraiment il y a un brassage, en tout cas les zones frontalières. Malgré un taux de prévalence très faible, les jeunes sont appelés à rester sur leur garde. Le message, c'est toujours de maintenir la garde, de ne pas jamais baisser la garde. Je le disais tantôt, c'est vrai qu'au Sénégal, on dit que c'est fort heureusement que nous avons très tôt pris en charge cette question de lutte contre le VIH/SIDA et on a une démarche originale, la multisectorialité. Mais le message, il reste de mise. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Le sida est encore là. La semaine Jeunesse et Sida confirme la féminisation de la maladie avec 13 femmes contre 6 hommes sur les 19 cas positifs recensés. Merci Ousmane. Et puis si vous venez connaître sur le bout des doigts l'histoire du Sénégal, eh bien sachez que les tomes 1, 2 et 3 de l'histoire générale de notre pays sont en vente. Le comité pilotage espère que les Sénégalais vont s'approprier leur histoire en achetant ces volumes. Le prix varie entre 4 000 et 900 000 francs CFA avec une réduction pour les étudiants et les établissements scolaires. Nous retrouvons Maguette Souari Diallo et Gervais Yao. Les Sénégalais peuvent désormais redécouvrir l'histoire générale du pays avec la mise en vente de 5 volumes des tomes 1, 2 et 3 du livre qui retrace les temps forts de l'histoire de notre pays. Une mise en vente avec un début plutôt timide, mais le comité de pilotage se dit confiant. Nous avons décidé d'accélérer un peu le rythme pour pouvoir, à partir donc de ce jour, commencer la vente effective de ces 5 volumes. Et ce matin, notre première cliente vient de Thiès. C'est une dame qui a acheté un package de 5 volumes. 4 000 francs à 9 000 francs CFA selon le tome choisi, accessible pour Alioune Ndiaye. À la demande, il y a aussi des prix qui seront aménagés pour les étudiants et les établissements scolaires. Et il y a aussi des prix package. Les packages des 5 volumes coûtera légèrement moins cher par rapport aux prix qui seront vendus au détail. Des livres pour revisiter l'histoire du pays, mais aussi susciter le goût de la lecture chez les jeunes. Il est important que nous puissions avoir un support écrit, parce que le support écrit est le premier support, j'allais dire, qui puisse permettre quand même d'avoir, de toucher. Je pense que les jeunes sont particulièrement adaptés au numérique, mais nous ne sommes pas encore dans cette dynamique-là. 20 autres volumes attendent d'être publiés et vendus. D'ici 2024, tous les tomes de l'histoire générale du Sénégal seront disponibles. Merci Maguette. Et puis notre reportage découverte du jour nous mène à la rue 11 de la Médina, dans l'univers des pileuses de mil. Elles ont 40 ans de coups de pilon derrière elles. Là-bas, femmes et petites filles sont habituées à frapper le mortier pour réduire la céréale en farine. Aujourd'hui, ces femmes, ressortissantes pour la plupart de la région de Diourbel, vendent du couscous et des produits dérivés pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au village. Mais ce qui est déconcertant, tout cela se passe dans une promiscuité indescriptible. Maïmouna Diaye et Amadou Ba. Dans ces baraques, des dizaines de familles partagent un même quotidien. Cet exercice. De braves dames, issues d'une même localité, exerçant le même métier. Elles ont élu quartier à la rue 11 de la Médina. À notre arrivée à Dakar, nous cherchions désespérément un endroit où exercer notre métier. Au début, nous étions installés de l'autre côté du stade Iba Mar Diop. C'est par la suite que le défunt maire Pape Ahmed Diène nous a trouvé ce site et il a mis les moyens pour que l'endroit soit habitable. Khady Ndiaye a fait plus de 30 ans d'exercice.
elle a fini par installer presque toute sa famille. Quand je venais dans la capitale pour la première fois, mon fils aîné n'avait même pas encore 2 ans. Aujourd'hui, il a son métier et va bientôt se marier. Beaucoup de personnes viennent travailler chez nous, des étudiants, des élèves, j'en passe. Parmi ses élèves, Assou Ndiaye, en classe de CM2, la jeune fille a été très tôt initiée à la tâche. Ce n'est pas du tout évident, je le reconnais, mais tout va pour le mieux. Grâce à Dieu, j'exerce ce métier quand je rentre de l'école et je le dois à ma grand-mère. Ici, chacun met la main à la pâte pour satisfaire les clients qui viennent d'un peu partout. Ce sont les clients qui viennent vers nous, pas le contraire. Ils sont nombreux, les gérants de boutiques appelés Nerso, les responsables de famille, bref, ils sont diversifiés. Elle ne se limite pas à cela. Très souvent, des gens viennent ici chercher des femmes de ménage et nous faisons le nécessaire pour qu'ils ne se plaignent pas. Plus d'une trentaine d'années passées dans cet endroit, ces mères de famille sollicitent aujourd'hui un appui pour un cadre de vie mieux adapté à leur travail. Merci Maïmouna qui adore le tirer au passage. Et puis dans l'actualité internationale, sachez que Mohamed Ould Ghazouani est officiellement le président de la Mauritanie. Il a été investi aujourd'hui à Nouakchott. On va en parler dans un instant avec Barkaba. Ghazouani, vainqueur contesté de l'élection présidentielle avec 52% des suffrages. L'opposition justement a boycotté la cérémonie de prestation de serment. Aminata Mbarisso. À la majorité absolue, Mohamed Ould Ghazouani est déclaré président de Mauritanie. Son élection est contestée par les candidats de l'opposition. N'empêche, Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani a prêté serment ce 1er août. Il succède ainsi à son allié Mohamed Ould Abdelaziz, un mandat de 5 ans pour diriger la République islamique de Mauritanie. Avant de briguer le suffrage des Mauritaniens, le général Ghazouani a occupé de hautes fonctions. Entré dans l'armée à la fin des années 1970, il a été membre du conseil militaire ayant destitué l'ancien président Maouya Ould Sidi Ahmed Taya. C'était en 2005. 3 années plus tard, le général Ghazouani participe au renversement du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi en 2008 à côté du général Mohamed Ould Abdelaziz. Très proche et protégé du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, il a été son chef d'état-major des armées ainsi que son ministre de la Défense de 2018 à 2019. D'ailleurs, le président sortant a soutenu sa candidature. Élu pour un mandat de 5 ans, certains observateurs agitent déjà le retour aux affaires de son allié protégé Mohamed Abdelaziz après ces 5 années d'exercice.